Cette quantité d'énergie consommée par personne a fait de chacun d'entre vous dans cette salle, et même des gens déshérités dont vous vous occupez, je continue et je persévère dans l'irrévérence, des nababs au regard de ce qu'était la condition de vie d'un être humain standard il y a quelques siècles. Nous sommes tous des nababs. Alors la bonne manière de caractériser cela, c'est de traduire en équivalent domestique, d'habitude j'utilise équivalent esclave, mais je me suis dit que dans cette enceinte, je n'allais pas oser, donc des équivalents domestiques de l'énergie que nous consommons. Alors comment est-ce que c'est calculé, cette chose-là? C'est très simple. Vous prenez l'énergie thermique ou l'énergie mécanique qu'un être humain est capable de restituer sur une journée. Alors l'énergie thermique, c'est notre métabolisme de base, on rayonne à peu près 100 watts, donc ça fait 2,5 kWh par jour. L'énergie mécanique, vous prenez quelqu'un de très motivé qui monte sur une montagne et qui fait 2000 mètres de dénivelé dans la journée, eh bien cette personne aura restitué un demi-kilowattheure d'énergie mécanique à la fin de la journée. Voilà, donc vous prenez une paire de jambes de quelqu'un de très motivé, et vous récupérez un demi-kilowattheure d'énergie mécanique à la fin de la journée. Vous prenez une paire de bras de quelqu'un de très motivé et qui aurait plutôt la carrure Schwarzenegger que la mienne, et vous lui faites pelleter 18 tonnes de terre dans la journée sur 1 mètre de dénivelé, tout ça c'est des petites équations de physique que certains d'entre vous pourront vérifier, vous avez restitué 0,05 kWh d'énergie mécanique dans la journée. Un Français consomme en moyenne sur l'année 47 000 kWh, toutes énergies confondues, pétrole, gaz, charbon, électricité, en conversion primaire. Ça veut dire que vous avez tous l'équivalent d'une centaine de domestiques ou d'esclaves à votre service en permanence, 24 heures sur 24. C'est ça la condition de vie de Homo industrialis, qu'il fasse grève ou qu'il ne fasse pas grève, du reste, il les a. C'est quelque chose qui est prodigieux, qui est sans précédent, absolument sans précédent dans l'histoire de notre espèce. Alors ces esclaves mécaniques, où sont-ils? Eh bien, ils sont dans l'agriculture. Vous avez chacun d'entre vous, et moi aussi du reste, 20 paires de bras à votre disposition en permanence qui sont en train de travailler au champ, moyennant quoi on a le temps d'être dans cette salle à discuter sur l'avenir de l'espèce, au lieu d'être occupé à faire pousser des patates, ce qui était la condition de vie de 70% des actifs il y a 2 siècles. Vous avez chacun 26 paires de jambes à votre disposition en permanence. Ça s'appelle une voiture, ça s'appelle un camion, ça s'appelle un avion, ça s'appelle un train, ça s'appelle un métro, etc., un bateau. Vous avez 17 paires de bras et de jambes à votre disposition en permanence dans l'industrie qui ont permis de faire le verre qui est posé devant moi, la fourrure polaire que je porte, le micro dans lequel je suis en train de parler, les petites barquettes dans lesquelles vous aurez de quoi vous restaurer tout à l'heure, etc. Tout ça, ce sont autant d'esclaves mécaniques qui sont à notre service en permanence. Vous avez chacun d'entre vous à votre disposition 16 domestiques en permanence qui lavent le linge, lavent la vaisselle, réfrigèrent les aliments, etc. Si vous regardez combien il faut payer le kilowattheure électrique, s'il est fourni par un esclave, alors je vais vous dire comment. Vous prenez quelqu'un et vous le faites remonter de l'eau jusqu'au sommet d'une falaise pour verser de l'eau dans un tuyau qui va être turbiné en bas de la falaise pour produire de l'électricité. Eh bien, si cette personne est payée au SMIC, le kilowattheure électrique vous revient à quelques centaines de milliers d'euros. Donc, l'énergie ne vaut rien, l'énergie ne vaut absolument rien, et c'est pour ça qu'on en consomme tous des quantités très significatives qui vont nous permettre d'avoir tous ces esclaves mécaniques à notre disposition en permanence. Dans 1 litre d'essence, toute taxe comprise, que vous payez 1,4 €, vous avez 10 kWh, c'est-à-dire l'équivalent mécanique de 10 paires de jambes au travail sur une journée que vous allez payer 1000 fois plus cher si vous payez les individus au SMIC. L'énergie ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Elle est, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, totalement invisible dans notre système de prix, alors que supprimer l'approvisionnement énergétique abondant, et je pense que n'importe quoi entre 50 et 80% du PIB disparaît. Donc l'énergie ne vaut rien, elle est invisible dans notre système de prix, mais vous allez voir à la fin que notre système de prix n'a pas été prévu pour ça, et donc je vais continuer dans le blasphème, je pense qu'il est temps de jeter le PIB à la poubelle, il ne nous sert plus à rien. Alors, je reprends les 2 évolutions dont je viens de vous parler. Voici la manière dont la démographie a évolué. Je compose ça avec la quantité d'énergie consommée par personne, et voici comment a évolué au premier ordre la pression humaine sur son environnement. Et vous voyez que ça rend légitime ces ordres de grandeur. Encore une fois, c'est une question de nombre de zéros. Ça rend légitime le fait que nous ayons aujourd'hui des débats qui n'avaient absolument pas lieu d'être il y a 1 siècle. C'est une simple question d'ordre de grandeur, rien d'autre. Refaisons un petit zoom sur le passé pour commencer à parler d'énergie. Vous avez ici la quantité d'énergie qui a été consommée par l'humanité sur le siècle et demi qui vient de s'écouler, qui illustre encore une fois le changement des ordres de grandeur et l'évolution d'un certain nombre de choses. Le premier changement d'ordre de grandeur intéressant à noter, c'est que la quantité d'énergie consommée par l'humanité a été multipliée par un facteur 30 en l'espace d'1 siècle,
Et une partie significative de cette évolution a eu lieu pendant les fameuses 30 glorieuses dont je parlais tout à l'heure. La deuxième chose importante à noter, c'est que vous voyez qu'aucune forme d'énergie n'a jamais décru depuis qu'on a commencé à s'en servir, et en particulier, ça ne sera pas une surprise pour ceux qui travaillent dans des institutions internationales, ça sera peut-être plus pour les Français, le charbon n'a jamais décru depuis que l'homme a commencé à s'en servir. Jamais. 3/4 du charbon extrait sur Terre aujourd'hui servent à produire de l'électricité, et inversement, 40% de l'électricité mondiale est faite au charbon, loin devant le gaz qui fait 20%, le gaz étant lui-même devant le nucléaire et l'hydroélectricité qui font à peu près 15 chacun, tout ça. Donc le charbon n'a jamais décru, et non seulement il n'a jamais décru, mais sur les 5 dernières années, la croissance de la quantité de charbon consommée sur Terre a été à peu près 3 fois plus forte que celle de pétrole. Parce que l'électrification des économies en voie d'industrialisation va plus vite que leur accès au transport. Deux choses absolument capitales sont à retenir sur ce graphique. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les hydrocarbures assurent à peu près 80% de l'approvisionnement énergétique de l'humanité, c'est-à-dire que les esclaves mécaniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, en moyenne mondiale, ils sont assurés à 80% par l'approvisionnement en hydrocarbures. Les hydrocarbures partagent deux caractéristiques qui sont, en l'occurrence, l'une d'entre elles affichée sur ce graphique, c'est-à-dire que quand vous les utilisez, vous émettez du CO2. Là, il n'y a pas moyen d'échapper à la chimie. Il y a du carbone dans ce que vous brûlez, donc vous récupérerez du CO2 à la sortie. Et la deuxième caractéristique qu'elles ont, c'est que nous les puisons dans un stock qui est fini. Il faut quelques dizaines de millions d'années pour faire du pétrole et il faut quelques centaines de millions d'années pour faire du charbon. Donc, aux échelles de temps qui nous intéressent, quelques siècles, on va dire, si on arrive à durer quelques siècles, ça sera déjà beau, eh bien, on peut considérer que ces énergies sont disponibles en quantité finie. Et là, les mathématiques sont reines. À partir du moment où vous tapez dans un stock qui est fini, eh bien, la consommation annuelle de ce stock est condamnée à passer par un maximum et à tendre vers zéro à l'infini. Si vous ne me croyez pas, vous demanderez à Jérôme Vignon. Je pense qu'il a eu à démontrer le même théorème que moi pendant ses études. Donc, le pic de production du pétrole, le pic de production du gaz, le pic de production du charbon, le pic de production de n'importe quel minerai métallique, soit dit en passant, est un objet mathématiquement certain. Le débat qu'il faut avoir, c'est à quand au plus tard et à quel niveau au plus tard. Il est bien évident que si l'échéance c'est dans quelques millions d'années, ça ne pose pas les mêmes problèmes, c'est toujours une question d'ordre de grandeur que si l'échéance est dans 15 ans. Mais mathématiquement, ce sont des objets certains. Donc il y aura un pic à la production du pétrole. On va en parler un peu plus tard. Il y aura un pic à la production du gaz, il y aura un pic à la production du charbon. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Donc le débat que nous allons avoir, finalement, c'est une petite variation, une petite digression autour de cette relation qui a fondé, puisque nos esclaves mécaniques ont fondé la totalité de nos acquis sociaux. Sans esclaves mécaniques, il n'est pas question de prendre sa retraite à 60 ans, il n'est pas question de travailler 35 heures, il n'est pas question d'avoir 6 semaines de congés payés, il n'est question de rien de tout cela. Donc la totalité de nos acquis sociaux, y compris, pour continuer dans le blasphème dans cette enceinte, ce qu'on peut considérer ou non, selon son point de vue, comme un acquis social, par exemple le divorce, est fondée sur cette petite relation toute simple. Pourquoi le divorce? Parce qu'il faut un pouvoir d'achat élevé des deux côtés pour pouvoir divorcer, sinon on ne divorce pas. Et le pouvoir d'achat élevé est directement la conséquence de l'approvisionnement énergétique abondant dont je suis en train de vous parler. La totalité de notre système socio-économique aujourd'hui repose là-dessus. La totalité. Et c'est donc pour cela qu'il est essentiel d'avoir les idées claires sur là où on va en ce qui concerne cette petite relation chimique toute bête. Et bien évidemment, ça induit deux débats. Le premier, que je vous ai déjà esquissé, c'est combien de temps est-ce qu'on peut creuser à vitesse accélérée sous le sol pour en faire sortir ces hydrocarbures qui aujourd'hui alimentent la machine. Et le deuxième débat dont je vais également vous parler, c'est combien de temps est-ce que nous pouvons mettre à vitesse accélérée du CO2 dans l'air, lequel CO2 est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il perturbe la physique du système climatique, et donc il va induire une modification de ce système que nous n'apprécierons peut-être pas.